Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café de l'énergie. Aujourd'hui, avec nos experts, nous allons parler des difficultés de recrutement dans la filière énergie. Alors, nous accueillons Victor Avette. Victor, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commercial grand compte énergie chez Siemens. Tout à fait. Thierry Prève, bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes responsable commercial chez Grand Compte Grand Compte Énergie chez Siemens aussi. Guillaume Fauconnier, bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes business consultant énergie chez Siemens aussi. Et Greg de Temerman, bonjour Greg. Bonjour. Alors vous n'êtes pas de chez Siemens, Non. vous êtes physicien et directeur de Zenon Research, un think tank donc, qui fait de la prospective sur les technologies pour le climat. Alors aujourd'hui, on va aborder ça en trois parties, un petit peu comme d'habitude. On va voir d'abord quel est le contexte, dans quel contexte s'inscrit aujourd'hui l'industrie de l'énergie par rapport à ces problématiques de recrutement. Nous verrons ensuite quels sont les enjeux qui se dégagent pour elle. Et nous verrons dans une troisième partie comment Siemens justement accompagne les clients pour les aider à devenir attractifs. Greg, on va démarrer avec vous pour planter un petit peu le décor, peut-être nous rappeler un petit peu votre mission. Oui, moi je suis physicien et je dirige un think tank qui fait de la prospective technologique, c'est-à-dire qu'on regarde les tendances dans le domaine des technologies dites climat, c'est-à-dire tout ce qu'on a besoin pour baisser les émissions de CO2, mais aussi pour capturer du CO2 et pour nous permettre de stabiliser le climat. Et vous avez mentionné le contexte, niveau énergie, on est dans une phase qui est assez nouvelle, qui est de devoir transformer complètement un système énergétique qui s'est construit pendant 150 ou 200 ans, qui est totalement dépendant des énergies fossiles, et on a une trentaine d'années pour transformer totalement ce système, c'est ce qu'on appelle la transition énergétique. Même en France, 45% de notre énergie c'est encore du pétrole, et il faut que d'ici 30-40 ans ça soit plus le cas du tout. Et en fait ça signifie qu'on va avoir un système énergétique basé sur des fossiles qui doit décliner, qui doit apprendre à disparaître, et on a un nouveau système énergétique basé sur des énergies plus propres entre guillemets, ou moins émettrices de CO2, qui lui doit se développer. Et en termes de personnel, ça veut dire qu'il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître parce qu'un nouveau type d'industrie est en train d'émerger, mais ça veut aussi dire qu'il faut reconvertir des gens qui travaillaient par exemple dans le charbon, dans le pétrole, dans le gaz, et donc il y a une double contrainte de former des nouvelles personnes, mais aussi de s'assurer qu'on embarque avec nous des personnes qui travaillaient dans un autre domaine. Et pour être totalement pragmatique sur le cas français, par exemple, on voit bien que la relance d'un programme nucléaire français, si on veut reconstruire des centrales nucléaires en France, enfin en plus de Flamanville, eh ben on a besoin de former des gens, et ça prend du temps, et ça demande de s'inscrire dans une durée longue, puisqu'il faut de la visibilité à une filière pour pouvoir embaucher, pour pouvoir investir, et aussi pour devenir attractive. Il y a un vrai enjeu d'attractivité des filières énergétiques pour des nouveaux talents, pour qu'elles aillent se travailler dans l'énergie, qui est un sujet fondamental, plutôt que dans d'autres domaines. Alors effectivement, en plus, on s'inscrit dans un contexte où il y a un petit paradoxe, c'est-à-dire que la nouvelle génération qui est très encline justement est très sensibilisée aux ces questions de transition énergétique, voit souvent l'industrie énergétique comme un pollueur, de façon très négative. Donc du coup, ça s'achoppe au niveau des embauches, puisqu'il faut faire en sorte de recruter cette nouvelle génération qui est un petit peu en opposition alors qu'elle devrait finalement devenir partie prenante. Victor, vous, justement, sur ces questions de transformation là, qui tombent sur la tête des industriels de l'énergie par rapport à cette question de l'embauche, comment vous voyez les choses, vous, de votre côté ? Justement, les grands acteurs sont face à des challenges inédits, notamment la neutralité carbone, le besoin d'énergie, mais aussi la gestion des assets exigeants, par exemple des centrales nucléaires nouvelles, et aussi la création de nouveaux projets, notamment dans l'hydrogène, où on doit créer de nouveaux réseaux, on a des problématiques de stockage. Donc, tout ça fait qu'on a des nouveaux secteurs, des nouveaux challenges à adresser, et via ces nouvelles ressources, on va avoir besoin de ressources additionnelles, supplémentaires, et monter très vite en compétences. Un dirigeant d'un des grands acteurs du nucléaire a récemment déclaré notamment qu'en 2030, la moitié des gens qui travailleront dans le secteur nucléaire sont encore à recruter. Donc ça veut dire que non seulement on a un besoin supplémentaire sur les nouveaux projets ou sur les nouvelles problématiques, comme par exemple la maintenance des centrales nucléaires, mais également un renouvellement des personnes historiques qui ont l'expérience et qui ont le savoir-faire. Donc ils sont face à ces problématiques-là actuellement, et l'idée est justement de les accompagner sur la résolution autant du savoir capitalistique et du savoir, on va dire, capitaliser sur le savoir, et en même temps enchaîner sur des nouveaux projets avec des nouvelles technologies, des nouvelles contraintes sur ces projets.
Greg, oui. Si je peux me Oui, permettre, oui, en plus je vous en on prie. est dans une période où au moins les jeunes étudiants sont de plus en plus sensibilisés aux problématiques énergétiques et climatiques et donc veulent aussi des carrières qui ont plus de sens et donc contribuer aux solutions plutôt qu'aux problèmes, ce qui implique que les entreprises doivent s'aligner sur ça, mais aussi qu'il y a une forte demande en face et une forte exigence en face d'étudiants, de nouveaux arrivants sur le marché du travail. Complètement, je confirme l'idée que vous avez, la vision que vous avez tous les deux. Mes clients, les acteurs de l'énergie sont tous confrontés à une transformation radicale sur un thème qui est extrêmement court. Même c'est un ensemble de remise en cause, de remise en question, modification des structures, modification des organisations, changement de métier, changement de produits à proposer à leurs clients. Et vraiment, c'est l'adressage de toutes ces informations va nécessiter d'avoir des nouvelles ressources, des nouvelles compétences qui vont venir dans l'entreprise. Et ça, c'est une vraie opportunité, autant pour la population de gens qui cherchent de l'emploi, qui cherchent du nouveau, que de l'employeur, que de l'industriel lui-même, qui va être capable et qui va même avoir l'obligation de recruter tous ces nouveaux cerveaux. Et je dirais que depuis que l'humanité s'est faite beaucoup sur des grands projets. Et moi, je suis convaincu que l'énergie, les jeunes et moins jeunes, de gens qui recherchent à se motiver et à se passionner pour des nouveaux projets, on est à ce carrefour. Oui, ça rejoint un peu cette question de la quête de sens aussi, effectivement. Et il y a aussi cette question pour ces industriels de passer du très carboné à zéro carbone, qui est un challenge incroyable. Une belle motivation. Alors, Victor, si on regarde un petit peu justement, on commence à les voir se dessiner, mais les enjeux qui se dégagent de ce contexte, alors pour les acteurs de l'énergie, quels sont-ils? Justement, je me qualifierais un peu comme avec Guillaume de la nouvelle génération. On a moins de 10 ans d'expérience, je me qualifierais comme ça. Et justement, en fait, il y a un enjeu d'attractivité vers ces grandes industries, parce que il y a une connotation qui peut être perçue des industriels qui peut être un peu moins sexy que certains autres travails, faut le dire. Et en fait, la première question clé qu'on se pose, c'est vais-je aller travailler dans un secteur, un enjeu et qui sera porteur pour le futur? Est-ce que je vais servir à quelque chose? Exactement. Un peu ça, hein. Et ça, c'est la deuxième question. C'est-à-dire, une fois qu'on est rentré, qu'on a choisi son domaine et qu'on se dit j'ai envie de participer à cette construction et ces challenges dans ce secteur-là, est-ce que mon travail, la pierre que je vais apporter à l'édifice, va servir à quelque chose? Est-ce que tout ce que je fais va avoir un sens dans la société? Oui, est-ce que je vais apporter ma pierre à l'édifice? Surtout, est-ce que ça va pas être un pavé dans l'eau? Et la troisième, qui fait partie d'un cheminement, quand on va avoir cette démarche justement d'aller rejoindre un grand groupe, est-ce qu'on va me donner les moyens d'aller au but, de faire mon travail tout simplement, les moyens suffisants? Quand vous dites les moyens, parfois c'est les outils. Exactement, C'est ça, les outils. les bons. On est en plein dedans. Récemment, j'avais un prospect qui me faisait part de sa frustration, qui gérait, on va dire, des activités de maintenance sur une portion, on va dire, de centrale nucléaire. Et avec la présentation des solutions qu'on lui a présentées, avec cette possibilité justement de tout prévoir en amont, de réaliser tout le commissionnement amont et de réaliser en fait toutes les étapes avant même d'avoir posé les pieds sur le site, cette adoption-là lui paraissait importante. Et quelque part, il y a une frustration qui est générée là-dessus quand on travaille encore avec des outils qui sont obsolètes, c'est-à-dire avec une carte à proprement parler et un tableau Excel si je veux schématiser grossièrement. Et en fait, sa réflexion, c'était de dire il me faut cette adoption pour me permettre moi de faire mon travail correctement. C'est souvent relié à une notion d'impuissance en fait quelque part derrière tout ça. Parce que quand on parle d'outils, parfois l'outillage est finalement la traduction d'une façon de faire. Et que donc il suffit juste d'être confronté aux mauvais outils pour se dire que finalement même la façon de faire ne va pas aller. Pas seulement l'outil, aussi la méthode, l'approche en fait. C'est justement ce que je sous-entendais. Guillaume, vous qui êtes le deuxième représentant de cette table ronde aujourd'hui de la nouvelle génération, pour compléter ce que nous a dit Victor justement sur justement cette considération, cette appréhension finalement du monde du travail, du rôle que vous voulez jouer. C'est vrai que quand on démarre dans une nouvelle entreprise, on a envie de pouvoir donner le meilleur, que ce soit pour la cause climatique,
et aussi pouvoir faire profiter l'entreprise de ses compétences. On ne regarde pas juste finalement le montant du salaire à l'année, on va d'abord regarder à quoi on va servir. Je veux bien être payé, mais pour servir à quelque chose. Ouais. Et il y a des choses basico-basiques qui ne sont pas tout le temps mises en place, mais on pousse les entreprises à aller d'un fonctionnement centré sur le document à un fonctionnement centré sur la donnée. Et quand on passe sur un fonctionnement centré sur la donnée, ça permet déjà de diminuer toute la tâche de production documentaire qui est assez rébarbative. Personne n'aime faire du document, du reporting, tout ça. Et donc quand on est dans un système basé sur la donnée et outillé pour mettre à disposition cette donnée à la bonne personne, au bon moment, contextualisée, on s'affranchit de toute cette phase rébarbative, je le disais, de production de documents. Ensuite, qui n'a pas intégré un grand groupe et se dit « je ne m'y retrouve pas ». Qui fait quoi, à qui il faut que je m'adresse quand. Et l'entreprise digitale permet justement, par des outils, de canaliser les workflows, les processus de travail, de savoir cadencer un projet et s'affranchir de la montagne de l'organisation. Et troisième sujet, quand on silote, que ce soit des outils technologiques de simulation, de conception ou même des silos projets, on se rend compte qu'il y a des effets de bord. Et ces effets de bord, soit ils sont nuisibles et gênent la créativité, soit ces effets de bord, au contraire, on sait les mettre à profit. Et c'est d'autant plus intéressant et motivant pour les gens qui travaillent dans ces projets de savoir ce qui se passe à côté, comment ils ont géré le sujet et être plus forts ensemble. J'aime bien dire cette expression, c'est le 1 + 1 fait 3. Du coup, ce que j'entends, c'est que c'est l'intelligence collective qui va pouvoir jaillir de tout ça, parce qu'on va créer des synergies, des interactions. On va gagner du temps aussi, parce que ça c'est important, on va éviter la déperdition d'informations. Thierry, vous, justement, par rapport à ce que ça peut représenter pour les industriels, justement, et tous ces acteurs, ces outils technologiques pour à la fois être attractifs, efficaces et attractifs. C'est effectivement une vraie opportunité pour les industriels d'inclure dans leur processus, d'intégrer et de profiter des nouvelles technologies. Les industriels de l'énergie ont fait beaucoup d'efforts pour développer des technologies informatiques, digitales, web vis-à-vis de leur clientèle. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la relation entre le client final et l'industriel est vraiment très présente. Des efforts sont aussi moins visibles mais déjà présents en interne pour développer du savoir-faire, développer de la compétence. Et franchement, c'est une très belle opportunité pour des industriels de développer ces outils-là en interne au niveau de l'ingénierie, au niveau de la production. Et rien que le fait d'intégrer ces nouveaux outils va de fait faire venir attirer des talents qui habituellement vont sur d'autres marchés, d'autres filières et qui vont se passionner pour cette filière de l'énergie. Parce que comme on disait tout à l'heure, qui dit outil dit méthode, en tout cas philosophie et approche en tout cas de la façon de travailler. On voit très vite effectivement si on est encore dans une phase documentation ou aussi dans une phase prisme de la donnée. Vous justement, Victor, Siemens, l'industriel aussi, confronté à ces problèmes lui-même. On est historiquement effectivement un grand industriel, on a plus de 175 ans, on a commencé par l'électrification des usines, les équipements contre le moteur et tout ce qui se passe au sein des usines. Et en fait, là où on accompagne nos clients, parce qu'on n'est pas seulement un éditeur logiciel, on a aussi ce fort point industriel qui permet justement d'accompagner nos clients sur ces problématiques-là. Et un exemple concret, on s'applique nous-mêmes les solutions qu'on vend à nos clients et pour lesquels on les accompagne. Un exemple concret, Mendix, qui est une plateforme low-code, no-code qu'on vend sur lesquelles on accompagne nos clients directement, a été justement déployée au sein de Siemens niveau groupe. Et en fait, cette plateforme low-code, no-code, elle sert à quoi? Elle sert à créer un ensemble d'applications digitales qui permettent de répondre aux besoins métiers. Donc c'est les métiers qui font vivre ces applications-là. Et nous, on a été en mesure en interne à déployer cette solution même en interne de chez Siemens pour créer des applications qui répondent au jour le jour aux besoins de nos métiers. Que vous soyez sur la partie RH, achat, même développement de produits, on peut utiliser Mendix sur ces différentes strates de métiers.
Typiquement, ça vient répondre à un besoin très particulier, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle est pilotée par le process, et que qui dit process dit outil de l'autre côté, et que pour réussir à mettre tout ça en place, les départements métiers ont besoin d'applications qui sont adaptées à ce qu'elles font, et la continuité, l'évolution continue, la démarche d'évolution continue, ça fait que les process évoluent tout le temps. Donc ça veut dire qu'il faut renvoyer les applications à redévelopper, à recoder, etc. Et donc c'est l'avantage de ces outils no-code, en tout cas surtout no-code, c'est de donner à des néophytes du développement de l'informatique la possibilité de se concevoir, par exemple pour les ressources humaines, un SIRH directement fait par le responsable des ressources humaines. Thierry, justement, pour compléter ce que vient de dire Victor. Oui, je confirme. Alors après, on a des solutions continues qui permettent aux équipes d'être encadrées, d'avoir une structuration, d'avoir une formalisation des processus, de pouvoir travailler au bon moment avec les bonnes personnes, mais surtout organise l'ensemble de la valeur, la proposition de valeur que nous faisons au marché, en particulier au marché de l'énergie. C'est d'avoir cette continuité numérique qui permet aux différentes équipes d'éliminer les silos, de pouvoir travailler vraiment dans un esprit global de vision de l'entreprise et de se retrouver, de pouvoir prendre des initiatives, mais qui restent dans la formalisation du sujet, qu'on soit dans une phase très préliminaire ou une phase de production ou une phase de rétrofit, de remise en cause. Merci Thierry. Le mot de la fin, Guillaume, pour vous, sur cette question de continuité numérique, le fait, cette continuité qui va favoriser l'émergence de cette intelligence collective, la coopération, la collaboration entre les différents collaborateurs. Et aussi diffuser une attractivité et une image qui fait que pour les jeunes talents de demain, nous on le voit dans notre showroom où on a cette continuité numérique et on a des grands yeux qui s'ouvrent. On considère que c'est un élément d'attractivité fort quand une entreprise est capable de déployer cette continuité numérique au sein de son organisation. Bon, vous êtes la représentation même, d'ailleurs tous les deux, d'avoir cédé à cette attractivité, en tout cas de Siemens. Merci à tous les quatre pour nous avoir éclairés sur cette question. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce Café de l'énergie. On vous souhaite à tous et à tous une bonne journée.